Ceux qui font Monaco sont au micro. Je suis Geneviève Berthy et bienvenue dans le podcast de Monaco Info. Notre invitée du jour est journaliste et autrice française. Une femme engagée qui, à travers ses projets, met en lumière des destins de femmes, aux récits de vie vibrants et inspirants. Actuellement à Monaco, elle est l'invitée d'honneur de la 2e édition du Festival littéraire international franco-monégasque. Bonjour Valérie Pérez. Bonjour, merci à vous de me recevoir. Bon non, merci à vous de trouver un moment, parce que, alors, c'est toujours le problème des introductions, hein. On essaye de concentrer un maximum, et on essaye de dire un maximum de choses en un minimum de phrases pour que les gens s'intéressent à la suite. Mais moi, j'aurais eu du mal à résumer la carrière de Valérie Pérez. J'aurais eu du mal à dire qu'elle est... Alors, est-ce que vous êtes plus journaliste reporter, plus enquêtrice, plus portraitiste, plus écrivaine? Qu'est-ce que vous êtes de plus? Je pense profondément libre. Et je pense que cette liberté m'amène où j'ai envie d'aller, dans les profondeurs en fait de ce que je trouve utile. Parce que tout ce que je fais, j'essaye de le faire pour une cause, en réalité, soit une avancée sociétale, soit une réalité et une vérité qui, pour moi, est fondamentale, et il faut la dire. Et je crois que c'est cette liberté-là qui a fait qu'effectivement, j'étais un petit peu partout, quelquefois où on ne m'attendait pas. Ah bah oui, moi clairement. Hein, alors forcément, je fais partie de la génération qui vous suit. Et toutes les générations vous suivent, mais j'ai eu presque l'impression de grandir avec vous. Est-ce qu'il y a eu des moments dans cette carrière, même libre, où vous vous êtes questionné sur l'intérêt ? Je pense que ça a été une question, l'intérêt, qui ne m'a jamais quittée. Je crois que la vie, c'est long. La vie fait que... Heureusement. Voilà, la vie fait qu'on a envie d'évoquer certains sujets à des moments donnés, se challenger de temps en temps, y aller pour d'autres raisons, peut-être parce qu'on est séduite par un univers qui nous ouvre des portes alors qu'on ne s'y attendait pas. Et je pense que si on travaille sans avoir envie de donner une explication quelconque qui a de l'intérêt, alors, c'est pas comme ça qu'il faut travailler. Ouais, l'explication qui donne de l'intérêt, c'est fondamental. Moi, je vous écoute et je me dis, c'est pas un hasard si elle est journaliste avant tout. L'explication qui donne un intérêt, c'est ça. Moi, tout m'intéresse. En réalité, c'est vrai qu'on a toujours tendance à mettre les gens dans des cases. Alors, c'est une journaliste politique, c'est une journaliste investigatrice, elle est spécialisée en documentaire. Et puis tiens, elle fait du sport. Et puis tiens, elle a écrit un livre. Et puis tiens, elle a écrit un livre sur quelque chose d'extrêmement spécifique où c'est extrêmement difficile de rentrer. Et puis tiens, après elle a fait un livre de témoignages. Donc oui, je pense qu'une femme est multiple et variée. Je pense qu'on peut s'intéresser à tout. Et à chaque fois que j'ai mis la main quelque part, j'y ai mis le bras en réalité. Je ne sais pas pour combien de temps j'y suis rentrée, mais j'y suis allée. À chaque fois avec beaucoup de bonheur, à chaque fois en rencontrant des gens formidables. Parce que vous faites un métier de rencontre. Si on oublie parfois de dire que tout démarre toujours par une rencontre, hein, donner un intérêt, ou relater quelque chose, ça démarre par quelqu'un qui témoigne, non ? Oui, par quelqu'un qui témoigne, des femmes qui témoignent. On se rend compte que chaque femme a une histoire incroyable en fait, que n'importe qui, que ce soit une femme connue, une femme ordinaire, j'ai envie de dire, parce qu'il n'y a pas de femme ordinaire, mais voilà, une femme a toujours relevé des défis. Ouais. Quelle que soit sa catégorie socio-professionnelle, quel que soit son métier, quel que soit son pays, quelles que soient ses opinions politiques, quelle que soit sa vie. Vous parlez de pays et j'ai envie de vous dire, vous qui avez couvert des territoires de guerre, il y a quand même des endroits dans le monde où les femmes ont des rôles différents, ou en tout cas ont des rôles plus difficiles que dans d'autres endroits. Oui, moi je pense que c'est ce que j'écris dans Destin de femmes combattantes. Vous savez, moi j'ai pas commencé cette aventure pour rien. On se demande toujours pourquoi, mais pourquoi on va faire quelque chose. Ouais. C'est vrai, quand j'ai commencé Destin de femmes il y a 10 ans, je ne savais pas que moi un jour j'allais vivre aussi une histoire de femme difficile. Il se trouve que la première femme dont j'ai écrit l'histoire, c'était une Libanaise, très jeune,
à qui on avait enlevé la garde de ses enfants. Et je me disais, mais comment on peut vivre sans ses enfants ? C'est ça. Moi-même qui avais des grands-enfants. Enfin, et bien, quelque part, 10 ans plus tard, je vis la même histoire. Donc, toutes les histoires sont en fait des vases communicants. On a beaucoup de chance, vous avez raison, de vivre en Occident, parce qu'il y a quand même des lois, même s'il y a beaucoup de réglages à faire, il y a quand même des lois. Des progrès encore, mais voilà, ils sont on part de moins loin, c'est ça que je veux dire. On part de moins loin, il y a des pays où effectivement les femmes n'ont aucun droit, où les femmes sont invisibles. On parle beaucoup de ces femmes iraniennes. Encore une hier à qui on a donné 50 coups de fouet parce qu'elle a chanté en public, ou bien combien de femmes Parlons pas des femmes afghanes qui ne peuvent pas sortir sans être entièrement voilées. Voilà, entièrement, c'est-à-dire que la burqa c'est vraiment c'est vraiment une prison vestimentaire pratiquement. Hein. Oui, et c'est vrai que quand on connaît un petit peu ces pays et qu'on a parlé avec ces femmes, qui vous disent, mais s'il vous plaît, racontez mon histoire en fait. Moi, je compte sur vous pour que vous racontiez mon histoire. Enfin, moi, je me rappelle d'histoires extraordinaires. Et quand on voit que justement dans certains pays, on revient en essayant d'imposer le voile et en disant que finalement c'est le choix des femmes, j'ai envie de dire non, en fait, ça se passe pas comme ça. Ouais. Non. Est-ce que quand vous dites elle nous demande de raconter l'histoire, est-ce que cette responsabilité de transmission est lourde à porter quand on est soi-même une femme libre, qui a des convictions, qui veut quelque chose? Est-ce qu'on a le sens de cette responsabilité? Écoutez, elle est lourde, mais en même temps, elle est très gratifiante. Ouais. Quand j'ai monté ma pièce de théâtre au rond-point des Champs-Élysées... Ah oui, parce que j'ai oublié ça. Il y a eu aussi, ça, le théâtre. Avec Emmanuel Béard, avec des stars incroyables, et d'entendre justement les histoires de ces femmes invisibles sur scène, devant 700 personnes. Là, j'étais fière. Là, j'étais contente parce que je me suis dit, ces femmes-là, en fait, leurs histoires, elles dépassent les frontières. Ouais. Et c'était ça, en fait. C'est une cause sociétale, en réalité. Entendre les histoires des femmes, comprendre les problématiques des femmes, c'est aller vers une société meilleure. C'est vrai que c'est un enjeu mondial. Voilà, à chaque fois qu'il y a un problème dans un pays, que ce soit un problème économique, un problème politique, ça retombe sur les femmes. On l'a vu aux États-Unis, au niveau des droits sur l'avortement. Dès qu'il y a eu des problèmes économiques, ça a été tout de suite ça qui a été touché. Donc c'est pas acquis en réalité. Les femmes, on est 51% de la population mondiale et on nous traite encore comme des minorités. Donc à un moment donné, il va bien falloir comprendre que écouter les femmes, écouter ce qu'elles vivent, c'est aller vers une société meilleure. Bon, c'est certainement l'exemple, alors j'allais dire l'exemple que vous pouvez donner, parce que vous-même, vous démarrez, puisque vous couvrez le sport pendant un moment, donc moi aussi, pour avoir travaillé dans le sport, je le sais, on démarre dans un milieu qui est très masculin, où pour faire sa place, c'est pas simple. Donc vous avez dû aussi montrer une certaine voie, enfin ouvrir une certaine voie. Écoutez, moi j'ai commencé à Stade 2, c'est vrai qu'il n'y avait pas beaucoup de femmes encore, je pense que j'étais parmi les premières. Au bord des stades, il n'y en avait pas beaucoup non plus. Hein. C'est ça, donc moi je suis arrivée, c'est vrai que j'ai vécu une aventure incroyable, magnifique, avec les Jeux Olympiques, avec le championnat d'Europe des Nations, avec les Coupes du Monde de rugby, avec combien de fois je suis venue à Louis II ici, avec les équipes de France 2 pour commenter les matchs, donc c'était absolument merveilleux, extrêmement difficile. Ouais. Environnement encore hostile, où il a fallu, oui, effectivement, je pense que si vous l'avez vécu, l'aventure, il a fallu prouver plus que les hommes qu'on connaissait notre boulot. Bon, moi, je venais d'un monde particulier, puisque mon père était le collaborateur de Francis Borrelli, et que j'ai vraiment grandi dans les stades de foot. Le PSG de la grande époque. Voilà, donc, et j'ai fait mes armes à Lyon. Donc c'était entre les deux le avec Jean-Michel Aulas. Avec Jean-Michel Aulas. J'étais la première. Qui a quand même cette particularité d'avoir des collaboratrices. Ouais. Jean-Michel Aulas, c'est un homme qui engage les femmes. Ouais. Quand on a monté OL-Télé, j'étais la première présentatrice OL-Télé. Moi, il m'a dit, je veux faire venir les femmes au stade. Ouais. Et il était hyper visionnaire et précurseur en fait. Et c'était merveilleux. Et c'est vrai que j'ai gardé plus d'amis, en revanche, je peux vous le dire, chez les sportifs que chez les journalistes. C'est vrai ? Ouais, parce que les sportifs, il y a ce dépassement de soi-même, cette solidarité, cette envie d'aider, cette envie d'avancer, que les journalistes, il y avait encore
chez les journalistes sportifs, attention, peut-être une frustration de ne pas avoir eux-mêmes réussi à faire une carrière sportive et finalement d'être arrivé à être commentateur et peut-être encore cette frustration que moi je l'ai pas eue puisque de toute façon je voulais pas être footballeur et que j'étais pas un homme et que moi ce qui me plaisait c'était raconter des belles histoires. Ouais. Est-ce que ce conservatisme, parce que qu'il soit fondé sur une certaine frustration, que je partage tout à fait votre analyse, hein, effectivement, mais qu'il soit aussi fondé sur une espèce d'impression d'être privilégié, hein, parce que les journalistes sportifs ont toujours un peu l'impression, les commentateurs sportifs et commentatrices d'ailleurs, toujours, et c'est de fait une position assez privilégiée. Est-ce que ce conservatisme n'est pas aussi le reflet de ce qui se passe aujourd'hui quand vous parlez des destins de femmes? La grosse difficulté pour faire avancer les causes sociétales, c'est le conservatisme. Oui. Je pense que c'est un petit peu se regarder le nombril, si vous voulez que je vous dise ce que je pense. Je trouve que franchement, c'est merveilleux de faire un métier qu'on aime. Et tant qu'il y a la passion, le journalisme de sport vous amène des joies incroyables, encore une fois, accompagner dans cette joie, dans ces émotions en tout cas. Ouais. Voilà, ne pas connaître un sportif qui va gagner un truc 2 secondes plus tard, être là, enfin, c'est des moments merveilleux. Comme dit Thierry Roland, une fois qu'on a vu ça, on peut mourir. C'est une phrase qui veut tout dire. Et franchement, quand on voit ce qui se passe dans le monde, quand on voit la place des enfants, la faim dans le monde, la place des femmes, la sécheresse, la planète, les valeurs républicaines complètement perdues, on se dit qu'à un moment donné, il faut quand même s'arrêter et se dire que la vie, elle ne s'arrête pas à ça. Et elle s'arrête surtout en essayant d'apprendre des autres, surtout en donnant. Et je pense que c'est à ce moment-là, quand on se pose et qu'on se dit « Ok, moi j'ai fait ça. Aujourd'hui, il va falloir que j'ouvre les yeux, que j'enlève un petit peu, que je regarde de manière un petit peu plus satellitaire et que je me dise où est-ce que je peux être utile quelque part ?» Et là, c'est la renaissance qui commence. C'est ça. Et moi, ça a été une renaissance. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je peux donner et améliorer une situation quelconque, c'est une joie qui est tellement énorme. Là, c'est une satisfaction. Hein. Voilà. C'est vrai. Que quelque part, vous avancez vers quelqu'un d'autre. Vous devenez quelqu'un d'autre. Alors, vous dites, j'ai plusieurs vies, en fait, c'est ce que vous êtes en train de me dire. J'ai plusieurs vies, j'ai fait des choses, j'ai franchi des caps. Est-ce que vous avez l'impression que la société franchit des caps aussi ? Parce que quand je dis la société, je le dis avec un grand S, puisque vous avez vu des dizaines de sociétés différentes en voyageant beaucoup. Est-ce que vous avez la sensation qu'il y a des évolutions ? Mauvaise pour l'avenir de la planète, puisqu'on n'entend absolument pas parler de l'état de la planète, et que le vrai problème aujourd'hui est là. Donc on n'entend personne parler non plus des valeurs républicaines. Là, on est par exemple, on parle des futures élections en France. Quel est le candidat qui va nous parler de liberté, d'égalité, de fraternité ? Je rajoute de démocratie, je rajoute de laïcité. Moi, j'aimerais bien entendre ça, en fait. Et on n'entend que des haines, on entend des religions dresser les unes contre les autres. On entend que des partisans, en fait. Et moi, ça me gêne énormément. C'est pas ça le journalisme pour moi. Donc c'est bien d'avoir des gens qui donnent leur avis, mais c'est extrêmement dangereux parce que ces gens qui donnent leur avis, on l'a vu là sur la guerre entre Israël, l'Iran et Washington. En réalité, il y a très peu de gens qui connaissent la région. Il y a très peu de gens qui y ont vécu. Alors moi, ça me rendait tellement folle d'entendre des choses qui étaient des contre-vérités que j'ai commencé à faire des podcasts et à dire, voilà, ce qui s'est passé aujourd'hui, voilà ce qu'il faut comprendre. Voilà les racines du mal, Voilà le langage diplomatique, voilà ce qu'il faut tirer de ça. À vous de tirer les conclusions. Mais en tous les cas, les faits, c'est ça. Et c'est vrai que j'ai entendu énormément de haine attisée. Netanyahou n'est pas Israël, les Juifs ne sont pas les Israéliens, les Iraniens ne sont pas les Mollahs, les Américains ne sont pas tous Donald Trump, le camp de Donald Trump, il y a pas que les pro-Donald Trump et les anti-Donald Trump, il y a aussi des gens qui réfléchissent, qui sont intelligents et qui se disent qu'est-ce qu'on va faire avec tout ça ? La vie, en fait, elle est pas simple. Il y a beaucoup de complexité et puis on essaye, parce que justement, on n'y comprend pas grand-chose, de parler publiquement. Et je trouve que ça, c'est hyper dangereux, en fait.
C'est dangereux si on n'a pas la conscience. Moi, je dis toujours, l'important dans la vie, c'est la théorie du gris. C'est-à-dire cette zone dans laquelle la vérité n'est pas celle d'un seul. C'est une vérité multiple, c'est une réalité multiple. Et pour moi, la théorie du gris est difficile à étayer parce que, comme vous dites, il y a beaucoup de gens qui réfléchissent et qui essayent, mais il y a peu de voix qui relaient ces doutes-là. Est-ce qu'on peut faire quelque chose, Valérie, pour ça? Est-ce qu'on peut essayer de trouver un moyen de parler du doute? Moi, je pense que chaque petite voix, aujourd'hui, qui se lève, c'est une voix que je salue. Chaque petite voix courageuse qui va dire et qui va oser dire, moi je pense pas ça. C'est pas ça en fait. C'est pas ce que j'ai vécu. C'est pas ce que j'ai vu. C'est pas ce que j'ai vu, oui. Voilà. Et je dis bravo. Aujourd'hui, je crois que le monde souffre de manque d'empathie, de manque de compassion, de manque d'écoute, de manque de solidarité. D'altruisme, ouais. Quand vous vivez dans un pays en guerre, je peux vous dire que vous ne vous posez pas les questions qu'on se pose en France. Qu'est-ce que je vais faire ce week-end ? Non, en fait, vous allez vous dire, j'espère que quand je vais aller faire les courses, il ne va pas y avoir un attentat à la bombe. J'espère que... j'espère que mon voile est bien mis, parce que sinon je vais me faire exécuter. Voilà, quand je vais aller dans les abris, que j'aurai suffisamment de temps, que je partirai suffisamment tôt pour pouvoir aller me protéger avec mes enfants. Quand vous êtes en Afghanistan et que vous êtes une femme, que vous n'allez pas vous faire, même si vous êtes en âge prépubère, vous faire menacer par des hommes parce qu'on voit trop vos yeux ou bien un petit peu trop votre mèche de cheveux. Quand vous êtes en Iran et que vous êtes une femme, vous vous dites, j'espère que je ne vais pas me faire arrêter par la police des mœurs, en fait. Vous parlez d'Iran et je pense à Persépolis, forcément, puisque c'est ce témoignage-là qui, moi, m'a fait prendre conscience, à l'époque, du changement de régime et de ce que ça voulait dire pour tout un peuple. Est-ce que les femmes iraniennes aujourd'hui sont conscientes que leurs mères ont vécu une époque plus libre qu'elles ? Oui, je pense qu'elles le savent. Maintenant, si vous voulez, le problème du Shah d'Iran, c'est qu'il est encore très controversé, parce que c'était quand même aussi un homme merveilleux, super occidentalisé, où les femmes, effectivement, étaient libres. Mais, si vous voulez, il avait quand même une manière très autoritaire de diriger le pays. Oui, c'était un régime totalitaire. C'était un régime totalitaire. Donc, oui, on essaye de trouver mieux que ce qu'il y a aujourd'hui. Mais vous voyez, moi, cette semaine, je ne sais pas si vous n'avez pas vu passer les images par Mona Jafarian, donc présidente de Femmes Vie Liberté. En fait, ils ont arrêté un camion avec à l'intérieur des mèches de cheveux de femmes qui ont été assassinées pendant la fameuse révolution, là, où 40 000 personnes ont été tuées à bout portant par le régime, et c'était des cheveux qui devaient être vendus en Russie. Donc ils ont ouvert ces sacs, c'était des sacs DHL, ils les ont ouverts et on a trouvé des mèches de cheveux. C'est absolument terrifiant. C'est absolument terrifiant. C'est ça que ça ravive des souvenirs horribles dont on pensait qu'on avait mis en place des structures multilatérales de diplomatie pour éviter que ça revienne, en fait. Oui, mais je pense que la diplomatie n'existe pas avec ce genre de, avec ce genre de régime. Je crois qu'aujourd'hui, après cette guerre, on peut peut-être parler d'un nouvel équilibre géopolitique au Moyen-Orient. On a 60 jours pour voir comment cette histoire de nucléaire va être réglée. On ne sait pas encore ce qui va se passer. Il y a une date, quand vous dites on a 60 jours, c'est qu'il y a un terme. On ne peut pas réfléchir plus longtemps, quoi. Voilà, et c'est vrai que chacun a des problématiques différentes dans cette guerre. Les États-Unis, c'est les problématiques de pétrole, les problématiques de construction, les problématiques d'économie internationale, de détroit d'Ormuz bloqué, etc. Et de lobby aussi, puisque il y a quand même dans la vision des États-Unis, il y a quand même la nécessité de soutenir un idéal
de terre promise pour un certain peuple. Enfin, il y a quand même ça aussi. Hein. Oui, mais il y a aussi la fluctuation des marchés. Oui. Il y a aussi pouvoir faire un maximum de fric, parce qu'on le sait, hein, la guerre, c'est avant tout, pour certains, la possibilité de devenir très très riche. Et quand vous maîtrisez la fluctuation des marchés, ben, c'est à ce moment-là que ça se passe. Puis après, vous avez raison, il y a Israël, et là, c'est un problème existentiel. Parce que pour avoir vécu en Israël, pour avoir été tourné dans ce qu'on appelle les territoires occupés, disputés, pour y avoir été aussi arrêté, ça c'est à une autre période de ma vie, je peux vous dire que la vie en Israël n'est pas simple. Non. La vie pour les Palestiniens n'est pas simple. Aujourd'hui, il y a un documentaire qui va sortir d'une réalisatrice incroyable américaine. J'ai vu passer ça. En fait, elle va parler de tous les crimes du Hamas sur les Palestiniens, en fait. Donc, on parle beaucoup de la guerre entre les Israéliens et les Palestiniens. Mais il faut rentrer à l'intérieur des choses. Qu'est-ce qui se passe exactement ? Comment vivent les populations civiles ? Le quotidien. Le quotidien, et le quotidien pour les uns et pour les autres, c'est pas un quotidien sympathique du tout, en fait, quand vous habitez en Israël et que vous êtes obligé d'envoyer vos enfants à la guerre. Moi, c'est ce qui m'est arrivé. Pendant 200 jours, j'ai eu un fils qui est rentré à Gaza. Donc, je n'ai pas dormi pendant 200 jours. Il ne vous téléphone pas, vous ne savez pas ce qui se passe. Vous voyez passer la tête des soldats qui sont morts et vous vous dites, en fait, je ne veux pas ouvrir ça parce que c'est peut-être mon fils. Et là, genre, je vous en parle, j'ai des frissons. Mais quand vous vivez ça, ben, en fait, quand vous arrivez dans un pays occidental comme la France, vous dites, ok. Où est le vrai problème, donc ? Où ça, en Israël ? Non. C'est-à-dire que quand on arrive en France, qu'on arrive d'Israël, on se dit, est-ce qu'en France, on a des vrais problèmes ? Ben oui, c'est ça. Vous vous dites, finalement, ils ont beaucoup de chance, ils se plaignent beaucoup. Ils ont quand même des lois. En France, il y a un problème d'économie et de disparité sociale quand même. Hein. C'est-à-dire que moi, je me souviens de cette réflexion pendant la crise des Gilets jaunes où les Gilets jaunes disaient, ils avaient un slogan qui disait « Vous nous parlez de fin du monde et nous, on vous parle de fin du mois ». Oui, sauf c'est que dur que ça aussi. Je suis d'accord, mais en Israël, il n'y a pas de chômage, quoi. Donc vous perdez votre travail, vous êtes père de famille, vous avez 5 enfants, ben, vous ne pouvez pas nourrir votre famille. Si vous ne travaillez pas, vous n'avez pas d'argent. Il n'y a aucune aide, rien n'existe. Ouais, alors l'État est beaucoup moins présent, oui, bien sûr. Parce que les budgets de l'État sont à la sécurité, on essaye de défendre le pays, etc. Donc en France, on a quand même une histoire et une justice qui a quand même été beaucoup réfléchie, et les gens se plaignent beaucoup pour rien, enfin, je trouve. Profitez donc de votre vie, profitez de ce beau pays, profitez de ces musées plutôt que les détruire, profitez de l'histoire. Rappelez l'histoire. Capitale de l'histoire, oui. Ouais. Ouais. Ouais, quand vous dites j'ai pas dormi pendant 200 jours, etc. Est-ce qu'il n'y a pas une certaine similitude avec toutes ces femmes que vous avez rencontrées, de vous dire ça peut nous arriver à toutes ? Complètement. Et il y a quelque chose qui est universel, c'est que les problématiques des femmes sont les mêmes, quel que soit le pays du monde. Ouais. C'est-à-dire que Ah oui, ça je suis tout à fait d'accord. Ça va vous parler d'amour, avant tout, de mariage, de divorce, de harcèlement, de viol, de départ, d'exil, de maladie. À chaque fois, c'est les mêmes histoires. Et c'est pour ça que Destin de femme combattante, j'ai décidé de mettre un demi-visage de femme. Ouais. Et toutes les femmes qui lisent le livre mettent la moitié de leur visage à elles. Parce que quelque part dans le monde, il y a la même histoire qui va se passer. Ouais. Donc en fait, une histoire de femme, on l'entend et on la comprend parce qu'on la vit aussi. C'est vrai. Donc c'est ça. Parler de mariage, de divorce, de difficultés à enfanter ou de difficultés à se protéger. C'est un peu le même dénominateur commun partout dans le monde. Ça, c'est vrai. Et moi, ce qui m'intéressait, c'est que il y a 2 semaines, j'étais au Maroc, justement pour une signature Destin de femme combattante. Et de voir ces femmes se lever, avoir envie finalement d'aller vers la liberté, de s'émanciper, de dire il y a des choses qui me conviennent pas, ça va peut-être être long, mais je veux y arriver. Mais ça, comme on parlait de fierté du rond-point des Champs-Élysées, d'entendre Saria ou Lamaille ou ces histoires de femmes qui habitent au fin fond du monde, qui étaient là sur scène au rond-point. Pareil, quand je vois ces femmes marocaines qui se lèvent et qui disent les choses, parce que le fait de parler, finalement, ça ouvre la parole des autres.
et ben là, le tour est joué. Et moi, je suis très heureuse et j'ai accompli ma mission. Alors, on parlait tout à l'heure de Persépolis. Quand Marjane Satrapi sort Persépolis et qu'elle donne ses premières interviews, elle dit ça. Elle dit, je sais que ça va être long, je sais que j'y arriverai pas. Et d'ailleurs, elle n'y est pas arrivée puisqu'elle a disparu il y a peu de temps et qu'elle ne verra pas l'Iran changer. Mais elle disait, je sais que ça va prendre du temps, mais je ne peux pas ne pas le dire. Est-ce que ce je ne peux pas ne pas le dire, est-ce que c'est quelque chose que vous avez retrouvé aussi partout où vous êtes passé, c'est-à-dire ces femmes qui refusent qu'on leur ferme, qu'on leur enlève la parole? Écoutez, je pense que toutes les femmes que j'ai vues, je me rappelle d'une femme là maintenant tout de suite au Pakistan, une autre au Bangladesh. Quand je suis partie, elles m'ont dit, raconte mon histoire. Donc c'est une transmission de femme en femme. Oui, elles utilisent un moyen. Oui. Elles utilisent un moyen et elles savent que si nous on ne va pas raconter cette histoire-là, il va peut-être falloir attendre 20 ans avant qu'on vienne encore entendre une histoire similaire. Des histoires de fous, des histoires où vous vous dites, mais comment ça c'est encore possible? Comment de nos jours une femme est enfermée, une femme d'une famille riche est enfermée dans une maison, le mari pouvant voyager à travers le monde, lui envoyant des photos, et elle étant gardée par son frère ou bien par son père, pour ne pas qu'elle soit seule, et surtout elle n'a pas le droit de sortir. Elle n'a pas le droit de conduire, rien. Elle n'a pas le droit d'aller chez le docteur toute seule, elle n'a pas le droit d'aller à l'hôpital, elle ne peut rien faire, mais ça... quand vous avez commencé à raconter ces histoires-là, quelles ont été les réactions des gens quand vous êtes arrivés les premières fois ou que vous avez publié, sorti les premières publications? Alors la réaction des gens, elle m'a vraiment surprise parce que quand j'ai sorti le tome 1, moi je voulais pas du tout écrire de livre. C'est-à-dire que j'avais pris ces notes-là, puis un jour je me suis dit tiens, je vais mettre tout ça à plat et puis je vais l'envoyer à un copain psychanalyste et je vais lui demander ce qu'il en pensait des histoires de femmes. Puis un mois après, il me dit écoute, tout ce dont tu parles, même si c'est autour du monde, moi ces histoires-là, je les ai dans mon cabinet. Tu dois publier ce livre. Et je lui dis mais j'habite en Israël, je voyage beaucoup, je fais des documentaires, je connais personne, j'ai pas de réseau. Il me dit écoute, envoie à cette personne et tu lui dis au moins qu'il te dise ce qu'il en pense. Au mois de septembre d'après, donc du avril, le livre était publié, le livre était best-seller, le livre a eu le prix Edgar Faure et il a été republié 4 fois. Edgar Faure qui nous a quittés aussi il y a très peu de temps, mais qui était l'incarnation de ce témoignage vivant. Il a passé toute sa vie, sa très longue vie, à témoigner d'ailleurs. C'est ça. Donc prix politique de l'année, donc là je me suis dit c'est incroyable quand même. Ces histoires de femmes, elles intéressent. Et donc j'ai été, comme je vous le disais tout à l'heure, comme vous l'êtes vous, une petite voix qui se lève et puis qui dit des choses. Et puis après, la vie avançait. Il se trouve que j'ai écrit un autre livre sur la fille de l'agent Eli Cohen du Mossad. Oui. Et que moi, ce qui m'intéressait, c'est de savoir comment ça s'était passé quand on est la grande fille d'Eli Cohen, le plus grand agent secret du monde, qui a été pendu sur la place publique de Damas. Comment on vit tout ça quand on est sa fille? C'est un James Bond dramatique, d'ailleurs. C'est ça, et c'était une expérience merveilleuse. Alors on me dit, t'as parlé des femmes, et puis après t'as parlé d'un homme. Non, moi j'ai raconté l'histoire de sa fille. Voilà, comment elle a vécu, etc. Et puis après, j'ai voulu raconter Destin de femmes combattantes chez Fayard. Et pourquoi j'ai voulu raconter Destin de femmes combattantes? Parce que j'ai voulu un petit peu changer le niveau de problème. Et on est arrivé dans des franchissements de frontières, dans des dépassements de pays, dans des lois qui s'entrechoquent, dans des femmes justement qui étaient face à des problématiques auxquelles on n'aurait pas pu penser si on n'avait pas été dans une situation d'une telle modernité. C'est vrai que les 3 mots, destin de femme, c'est des mots qui, quand on les voit les uns à côté des autres, ouvrent l'imagination sur... alors, vous l'avez dit tout à l'heure, il y a des choses graves. Il y a aussi ce sont des romans, à chaque fois des romans tristes, des romans dramatiques, des romans... Mais quand vous dites « j'ai pas parlé de lui », j'ai parlé de comment ça se passe. C'est que finalement, la vie de la femme, c'est la vie de l'histoire. C'est ça.
Ça raconte l'histoire, on comprend mieux l'époque dans laquelle on vit. Par exemple, dans Destin de femme combattante, moi, il y a une histoire que j'adore, je les aime toutes. Mais il y en a toutes. Je ne peux pas vous poser la question, c'est laquelle que vous préférez, quoi. Mais il y en a une où c'est une femme, et je vous assure que c'est une histoire vraie que j'ai vécue, que j'ai suivie, une femme juive orthodoxe de Jérusalem tombant amoureuse d'un Palestinien de Jaffa. J'y crois. Et je peux vous dire que ça a été dramatique entre les familles, qu'on a assisté à des choses terribles, mais que ces deux-là, ils ont choisi l'amour. Et qu'aujourd'hui, ils habitent à Washington, ils ont 3 enfants, et ils sont hyper heureux. Ils ont dû faire des choix, ils ont fait ces choix, les familles, fallait voir, ça a été quelque chose de dramatique. On s'est dit, mais comment on va s'en sortir? Ils ne pourront jamais rester ensemble. Eh ben non, l'amour a gagné. Bon, je vous écoute et je serais tentée de vous dire, l'amour gagne toujours. On a envie de le penser, oui. Enfin, nous, les femmes, en tous les cas, on y croit. Oui, c'est ça. Hein, on y croit. Tout à l'heure, vous me disiez, quand on parle d'histoire de femmes, on parle d'amour d'abord. Alors, on a parlé beaucoup de combats, on a parlé beaucoup de militantisme, ou en tout cas de témoignages. Est-ce que vous avez senti cet amour? De qui? De toutes ces femmes que vous avez rencontrées. Est-ce que vous avez senti leurs histoires d'amour? Alors d'abord, j'ai senti leur amour. Je leur en ai donné, je pense, beaucoup aussi. Et j'ai aussi senti énormément d'amour autour de moi. Parce que je pense qu'il faut juste avoir envie de le voir, de le sentir. Oui, il est là. Hein. Souvent, vous voyez, quand il y a une femme, il y a généralement de l'amour autour. Hein, voilà, souvent on a des signes et on ne le voit pas, ce signe. Ben, moi, je l'ai vu quand j'ai passé des périodes difficiles. Un changement de pays, des problèmes juridiques, des remises en question. Des séparations, disons-le. Parce que quand il y a des femmes, il y a toujours des histoires de séparation, que ce soit avec les enfants quand ils partent, avec l'homme, avec le mari ou le compagnon s'il y a un divorce. Enfin, c'est de la séparation aussi. Voilà, et c'est vrai que là, vous avez des mains tendues de gens, vous ne vous y attendiez pas du tout. Ouais. Et là, vous vous dites, waouh! Et ça vous améliore. Et je vous parlais tout à l'heure de renaissance. Ouais. Et je pense que c'est ça qui fait qu'on devient des gens meilleurs. Donc, regardez les signes, parce qu'il y en a tous les jours. Entendre, donner, ne pas être dans l'individualité. Surtout la solidarité. On parlait des valeurs sportives. Ouais. Ben, les valeurs sportives dans le sport, c'est ça. C'est faire attention à autrui, respecter ton adversaire, respecter des règles. Et je pense que quand on observe ça, ben ça va mieux en fait. Et je pense que nous, les femmes, on a tendance à avoir envie de le faire. C'est vrai. Vous êtes d'accord? Tout à fait. Non, mais ça, au-delà du cliché de la conversation entre femmes, où on est d'accord. Hein, moi, je suis entourée d'hommes, hein, puisque je suis une famille d'hommes, il n'y a que des hommes dans ma famille. Et ils disent toujours, ah oui, vous les femmes, entre vous, vous êtes solidaires. Bah, évidemment que la solidarité féminine, ça existe, non? Alors, il y a un nouveau mot qui a été créé qui s'appelle la sororité, comme la fraternité. La sororité. Alors, moi, je suis d'accord avec vous, mais je mettrai quand même quelques petits aléas. Je trouve qu'il y a quand même beaucoup de femmes, oui, c'est vrai, sur qui on peut compter. Je pense que c'est beaucoup les femmes qui donnent les solutions. Moi, dans ma carrière, il y a beaucoup de femmes qui m'ont ouvert les portes. Il y a beaucoup de femmes qui m'ont donné des conseils, même si Charles Villeneuve, ça a été mon maître à penser, même si... c'est rien que ça, quand même. Hein. Ah, c'est lui qui m'a appris mon métier. C'est un homme extraordinaire, je vous raconterai. Voilà, j'ai eu la chance de faire des rencontres merveilleuses, mais je pense que, oui, les femmes, on est capable de comprendre des problématiques de femmes. Ouais. Parce que si vous voulez, je suis désolée, mais un enfant, ça se porte. Peut-être que dans 50 ans, on pourra greffer un utérus chez un homme. Mais pour l'instant, ça marche pas. En attendant, c'est pas le cas. Donc 9 mois, porter un enfant, on a compris ce que c'était. Les douleurs de l'accouchement, jusqu'à maintenant, c'est les femmes. Tout ce qu'on peut apporter au début de la vie d'un enfant. La nourriture, l'attention. Oui. Pour l'instant, c'est les femmes. Comprendre cet épuisement, des fois, qu'on peut ressentir, cette charge mentale, quand il faut tout gérer, et le travail, et les gosses, et la maison, et... à un moment donné, on comprend à quel point c'est compliqué, quoi. La charge mentale, c'est vraiment... Alors, ce qui est étonnant, moi, je m'achemine plus vers ma deuxième partie de vie que ma première. Hein, et donc,
la charge mentale, c'est quelque chose dont on ne m'avait jamais parlé jusqu'à un certain âge. Et pourtant, je l'ai toujours ressenti. Est-ce que les femmes que vous croisez, puisque vous parlez de destin de femmes, comment elles ont fait avec leur charge mentale à elles, ces femmes, notamment ces femmes combattantes? Parce que c'est pas parce qu'on combat et qu'on est mobilisé qu'on n'a pas de charge mentale, c'est pas vrai. Hein. Je pense qu'en fait, vous avez raison. On a fait, nous, sans comprendre. Sans comprendre, oui. Mais on fait toutes et on comprend pas. Et on fait quand même. Depuis des générations, on fait. Sauf que la vie, elle fait que la femme a une place de plus en plus difficile, puisqu'il y a énormément de femmes qui sont seules avec des enfants, que aujourd'hui, il faut travailler le double pour pouvoir y arriver, que les charges sont encore plus importantes, qu'aujourd'hui, oui, quand on parle de charge mentale pour une femme, c'est une charge mentale qui est lourde et on en voit beaucoup qui lâchent prise. Donc aujourd'hui, on met un mot en fait sur la situation. Mais avant, on mettait pas le mot et puis on le faisait quand même. Nos grand-mères, elles avaient 6 gosses, les grands aidaient à élever les petits. Voilà, elle faisait la cuisine pour tout le monde. Ouais. Elle s'occupait de la maison. Ouais. C'était presque transparent. Est-ce que vous comprenez qu'il y ait eu des générations entières qui n'aient pas réalisé ce que ça représentait? Oui. Moi, je pense qu'effectivement, d'une génération à l'autre, il y a des choses qui se perdent. Moi, j'ai eu la chance, par exemple, de connaître bien ma grand-mère, puisqu'elle m'a élevée. Et elle me racontait sa vie, elle me racontait comment elle a vécu, elle me racontait comment elle a rencontré mon grand-père, sur quelle base elle a épousé mon grand-père. Aujourd'hui, moi, je n'épouserai jamais un homme sur les bases de ma grand-mère, en fait. Ça. Les critères ont changé. Les critères ont changé. C'était des présentations, c'était des gens qui, a priori, pourraient... Et puis alors après, une fois que vous êtes mariés, c'est terminé, vous divorciez plus à l'époque. Donc je pense que, oui, il y a quand même des frontières entre les générations, mais il n'y a pas de frontières entre les femmes. Et je pense qu'on peut parler... je sais pas, vous... Moi, par exemple, j'ai des groupes WhatsApp que de filles. Et alors là, je peux vous dire, vous avez... je vais être polie, mais à la seconde, vous en avez des trucs. 10 conneries à la seconde, quoi, excusez-moi. Mais alors, voilà, on se marre. Mais c'est entre femmes, on peut comprendre. D'abord... Alors, tout à l'heure, on parlait de ce qui a changé. Il y a une certaine parole qui s'est libérée, même en Occident, même dans nos sociétés, entre guillemets, développées. Il y a une certaine parole qui s'est libérée. Est-ce que... c'est difficile de parler avec vous sans évoquer le mouvement MeToo et les suites du mouvement MeToo. Est-ce qu'il n'y a pas eu un moment... Et je vous pose la question en conscience parce que je pense que j'ai eu ce moment-là. Est-ce qu'il n'y a pas un moment où vous vous êtes dit, il faut faire attention de ne pas aller trop loin quand même? Si, je suis complètement d'accord avec vous. Il faut faire attention aux dérives. MeToo, ça a été formidable parce que les femmes... C'est définitivement formidable. Voilà, les femmes qui n'osaient pas parler, ont parlé. C'était une manière facile de parler. Les gens ont commencé à porter plainte. Même s'il y avait prescription, au moins, il y a eu la libération de la parole. Après, et d'ailleurs Caroline Forest a fait un livre merveilleux à ce sujet, journaliste brillantissime, elle vous dit attention aux dérives. Alors évidemment, il faut écouter la victime, prendre en considération les paroles de la victime. Aujourd'hui, on voit le droit de l'enfant, la justice qu'on veut revisiter parce que finalement, il n'y a rien qui va, la colère des avocats pénalistes, la petite Liana, toutes les pédocriminels qui sont arrêtés. Les errements de la justice et de l'appareil judiciaire. Voilà, les féminicides, etc. Donc tout ça, c'est super. Mais à un moment donné, oui, il faut faire attention aux dérives. Et puis, effectivement, des fois, il y a des condamnations qui ne correspondent peut-être pas à ce qui... Alors, attention, on ne dit pas que ça n'a pas été fait, mais peut-être que c'est un petit peu extrapolé, etc. Donc il faut toujours faire attention. Oui, parce que en vous écoutant, je me dis, on peut être une journaliste, avoir couvert des terrains, travailler avec des hommes. Vous avez cité un homme qui, notamment, vous a beaucoup apporté. Vous avez des enfants. Est-ce qu'on peut être une femme aujourd'hui avec un destin, et aussi avoir un rapport, j'allais dire apaisé, en tout cas un rapport équilibré avec le monde des hommes? Je pense que toutes les femmes ont un destin. Quelle que soit la femme que vous rencontrez, quand vous commencez à l'interroger, et quand elle parle de sa vie, vous allez vous arrêter, vous allez dire « Ah ouais, elle a vécu ça ». Elle ne se rend pas compte. Et puis ça. Et puis ça. Et puis ça. Donc, et puis, je crois qu'il y a de plus en plus d'hommes
qui nous accompagnent justement. Pourquoi ? Parce que les hommes aujourd'hui, ils ont des femmes, ils ont des sœurs, ils ont des filles. Ils se rendent bien compte que elles vont faire les mêmes études que les hommes et pourtant elles vont arriver dans un monde du travail où elles vont avoir 20% de moins de salaire. Elles vont moins bien gagner leur vie. Voilà, donc les hommes comprennent bien qu'à un moment donné, c'est plus possible et qu'il va falloir accompagner ces femmes-là pour, dans une quête de cette égalité, etc. Donc aujourd'hui, il y a énormément d'hommes qui accompagnent les femmes. Et moi, ces hommes-là, je trouve qu'ils sont formidables. Et c'est vraiment le concept Destin de femme. C'est-à-dire que c'est absolument pas clivant. C'est que les hommes qui ont compris que tirer le meilleur potentiel des femmes, c'est aller vers une société meilleure. C'est justement faire en sorte que ces femmes-là, elles puissent amener leur savoir qui a souvent été spolié dans le passé. Ou négligé. Ou négligé. Aujourd'hui, c'est avancer vers quelque chose de meilleur. Je leur dis, mais c'est merveilleux. Et ils nous accompagnent. Et dans Destin de femme, il y a énormément d'hommes qui nous accompagnent. Moi, j'ai interviewé des hommes absolument incroyables qui m'ont dit, moi, si je suis ce que je suis aujourd'hui, c'est parce que dans ma vie, il y a eu des femmes géniales qui m'ont appris les vraies valeurs. Ça se joue dans l'éducation, ça se joue dans ce qu'on apprend, ça se joue dans ce qu'on fait, dans ce qu'on montre, ça se joue dans ce qu'on veut transmettre. Mais aujourd'hui, il y a des hommes qui accompagnent très bien les femmes et qui se battent justement pour cette égalité. Dans toutes les femmes que vous avez rencontrées, est-ce qu'elles étaient seules ou est-ce qu'elles avaient des hommes avec elles ? La plupart. La plupart étaient seules. Ouais. Parce que je vous écoute, Valérie, oui. Et c'est ça la réalité aussi. C'est qu'il y a des hommes qui nous accompagnent, mais il n'y en a pas encore assez. Ça, je suis complètement d'accord avec vous, messieurs. Si on vous attend. On vous attend. Non, mais ça donne de notre société, ou en tout cas de l'époque dans laquelle nous vivons, ça donne une image un peu tronquée. C'est-à-dire qu'on a l'impression que les femmes sont désespérées parce qu'elles ont... et le conservatisme, c'est ça aussi. C'est d'entendre ces hommes qui nous disent « Vous avez voulu être libre, maintenant vous l'êtes. » Oui, mais je ne pense pas que les femmes soient désespérées, moi. Je pense que les femmes vont profondément bien. Je pense qu'on est dans une société qui n'a encore pas trouvé ses codes, parce que tout ça, c'est hyper nouveau. Je suis d'accord. Mais je pense que les femmes... C'est un modèle qui n'existe pas et que nous sommes en train de construire. Complètement. En fait. Et je pense que les femmes vont bien. Et que justement, ces périodes, pour elles, c'est comme je vous disais, c'est des périodes de renaissance, d'apprentissage, d'envie de découverte. Ouais, de découverte, de reconstruction, de se sentir mieux et meilleur. Et je pense que les hommes, réellement, sont encore surpris de cet avancement. Je ne dis pas évolution, parce qu'on pourrait croire que les femmes ne sont pas évoluées, ce n'est pas le cas. De cet avancement vers cette nouvelle société. Je dirais rééquilibrage, vous voyez. Complètement. Vous avez raison, c'est le mot juste. Une espèce de rééquilibrage. Est-ce que... alors, on parlait tout à l'heure des réactions, quand vous avez publié. Là, vous me dites que c'est un homme, puisque vous m'avez parlé de votre thérapeute. Vous m'avez dit, j'imagine que c'était un homme médecin qui vous a dit de publier, ou qui vous a conseillé de publier. Est-ce que vous avez eu des témoignages d'hommes qui vous ont marqué ? Des témoignages d'hommes qui ont soit lu, soit entendu, soit qui ont croisé votre route, ou dont vous avez croisé la route en reportage, et qui vous ont marqué aussi. J'ai eu la chance d'interviewer Shimon Peres alors qu'il était, oui. Je pense avoir été quasiment la dernière à l'avoir interviewé. C'était un homme incroyable, avec un charisme fou. Si vous voulez, j'ai rencontré des hommes qui se sont livrés sur l'amour, par exemple. Ouais. C'est un sujet masculin aussi. Oui, complètement. Et je trouvais que justement, c'était hyper courageux de se livrer sur ça. Et qui justement m'ont dit clairement, aujourd'hui on n'a plus honte de sortir le féminin qui est en nous. Parce qu'avant, mais ça va avec... Je ne sais pas si vous avez entendu, actuellement, il y a une série qui cartonne aux États-Unis qui s'appelle Off Campus. Et cette série, elle est pleine de garçons qui sont ce qu'on appelle des green flags, donc des gars qui sont sympas, qui tiennent parole, qui ne sont pas fourbes, qui traitent bien les femmes, etc. Et il y a un vrai phénomène, c'est-à-dire qu'il y en a beaucoup qui disent on est fiers de jouer ces rôles-là. Il y a quand même des hommes qui ont envie de ça aussi. Bien sûr. Et puis il est temps que les masques tombent, en fait. Il y a des hommes qui ont envie d'être romantiques, mais qui ne le font pas parce que
c'est pas dans les, c'est pas Ouais. c'est pas tendance. Enfin, je veux dire, c'est pas in. c'est pas in, alors que, non, il y a des hommes qui ont vraiment des côtés féminins et qui aujourd'hui l'assument complètement. Bon, c'est peut-être lié, alors ça c'est peut-être générationnel, hein, c'est peut-être lié à ce caractère moins genré des générations qui arrivent aujourd'hui. Oui. C'est-à-dire qu'ils sont moins arc-boutés sur « je suis un homme, tu es une femme ». Ils sont peut-être plus... alors il y a ce mot qu'on a découvert il n'y a pas longtemps, c'est fluide. Ouais. Est-ce que ça va avec ? Parce que ceux qui sont les plus conservateurs se disent le problème de dégenrer les générations, c'est que ça crée des gens qui ne savent plus qui ils sont. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ou pas ? Écoutez, moi j'ai été en Inde et j'ai rencontré une civilisation. Ah oui, c'est vrai qu'en Inde, il y a cette troisième genre. Le troisième genre qui s'appelle Hijra. Et je peux vous dire que j'ai été émerveillée par ces hommes qui ont souffert, qui ont pris la décision de tout quitter, leur famille, leur maison, leur village, et qui ont décidé d'être ce qu'ils sentaient qu'ils étaient, et pourtant qu'ils n'étaient pas. Ni l'un ni l'autre. Ni l'un ni l'autre, et qui sont devenus des femmes. Ouais. Et je me suis rendu compte à quel point j'avais de la chance d'être née dans le genre que je voulais être, mais à quel point c'était compliqué. C'est vrai. Donc on a tendance à parler de ça avec beaucoup d'humour et même des fois de la moquerie. Un certain mépris parfois. Un certain mépris. Mais c'est tellement dur à vivre. Moi j'ai vécu un mois avec ces hommes, femmes-là, qui sont maintenant des femmes, qui sont tellement séductrices, tellement coquettes, faisant attention à chaque détail, mettant des fleurs de jasmin dans leurs cheveux, mettant 2 heures à trouver un soutien-gorge en mettant des chaussettes à l'intérieur pour avoir la jolie forme de poitrine. Et elles se donnent tellement de mal que je me dis que finalement, c'est pas si simple. Donc, on peut pas balayer du revers de la main et dire ils sont non-genrés. Non, il y a des gens qui effectivement naissent dans le mauvais corps. Ouais. Et comment on fait pour se sentir bien ? Ça, c'est très compliqué. Il y a beaucoup de choses que notre époque rend possibles. La technologie rend beaucoup de choses possibles. Et ça fait partie des choses qui ne sont pas possibles. Bien sûr. C'est-à-dire changer de sexe, même si beaucoup d'hommes y parviennent, fondamentalement, c'est quand même presque impossible. Bien sûr. Et puis c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de problèmes. De genre, j'allais dire. Beaucoup de problèmes avec ces enfants. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques années, à la rentrée scolaire, on distribuait des flyers à la sortie des écoles. Ouais. Si vous sentez que vous êtes plus un garçon qu'une fille, alors n'hésitez pas à aller en parler. Non, mais les enfants, c'est inacceptable que des enfants puissent choisir un sexe avant un certain âge. Je veux dire, à un moment donné, il faut d'abord se construire comme être humain, savoir, parce qu'il y a des erreurs qui sont, on les a vues, irrémédiables. Donc, on parle de choses avec beaucoup de légèreté, je trouve, en faisant des documentaires qui sont extrêmement faciles à comprendre dans les premières images et dans les termes choisis, etc. Et en réalité, c'est des vrais problèmes sociétaux et des problèmes qui peuvent laisser des séquelles terribles aux êtres humains. Oui. Des séquelles, alors on a des séquelles physiques, certes, mais le mal que ça fait à l'intérieur. Oui. Une fois qu'on a ce qu'on appelle, moi j'ai le cœur brisé, pour moi ça veut tout dire. C'est-à-dire le cœur brisé, c'est comme une poterie, elle est brisée, on la recolle, mais elle est toujours brisée en fait, elle se recolle pas, elle se remet en forme, mais elle se recolle pas. Et quand on a le cœur brisé comme ça, quand on est un jeune individu qui s'est perdu et qui essaye de se retrouver, est-ce que c'est pas une dérive sociétale qui peut nous faire peur, Moi, ça me fait peur. Moi, ça me fait peur parce que je suis profondément attachée à nos enfants. Ouais. Je suis profondément attachée à notre société. Je suis profondément attachée à nos valeurs. Vous parliez de liberté, égalité, fraternité tout à l'heure. C'est ça. C'est les valeurs fondatrices du pays dans lequel vous êtes nés. Oui. Et c'est vrai qu'elles sont un petit peu bafouées, ces valeurs aujourd'hui. Ouais. Et j'aimerais entendre plus parler de ces valeurs-là, de démocratie, encore une fois,
de laïcité, de solidarité. J'aimerais entendre parler de ça. Qui parle de ça aujourd'hui à la télévision ? Ouais. Vous n'entendez que parler de choses qui font peur à chaque fois. Attendez, mais ça fait rire. Ils vous font les chaînes infos, on vous parle de la canicule, mais pendant 3 heures, et vous allez interviewer Madame Duchemol. Ok, on a compris, c'est la canicule. Mais non, est-ce qu'on peut parler des vrais problèmes, en fait ? Où va la terre ? Tout est en train de fondre dans les pôles. Les animaux sont en train de mourir. On est arrivé sur une terre qu'on n'arrive plus à contrôler avec beaucoup trop d'individus qui sont tous au même endroit. Et comment on va faire pour pouvoir avancer dans cette société qui va très mal ? Je veux dire, ça, c'est un vrai problème. On en parle quand ? Est-ce que c'est pas parce que c'est un peu comme ces problèmes de femmes et ces destins dont vous parliez, c'est-à-dire que est-ce qu'on a vraiment envie d'évoquer ce qu'il faudrait pour trouver des solutions ? Est-ce qu'il y a des solutions ? Est-ce que quelqu'un est capable de donner des solutions ? Est-ce qu'aujourd'hui on veut s'asseoir et puis réfléchir à des solutions à long terme ? Est-ce qu'on veut simplement régler l'urgence ? Ou bien on veut régler les fondamentaux ? Il y a aussi un problème de timing, ça c'est vrai. Et le problème c'est qu'on est toujours dans l'urgence. Toujours l'urgence. Aujourd'hui il y a eu ça, on traite ça. Aujourd'hui, et puis alors en plus je sais pas si vous voyez, il y a deux bandeaux. Le premier bandeau c'est une info. En rouge c'est l'info internationale. Et ça tourne. Mais personne n'est capable de comprendre ça. Et en fait, on vous envoie des infos parce qu'il faut remplir l'antenne. Et en définitive, c'est très très compliqué quand vous ne connaissez pas les dossiers en profondeur de vous faire une vraie idée de la situation. La journaliste de télévision que vous êtes, en tout cas que vous avez été très longtemps, si aujourd'hui vous avez trouver une autre voie ou privilégier une autre voie, mais la journaliste de télévision que vous êtes, est-ce qu'elle a toujours envie de faire ce métier-là ? Plus que jamais. Connaître la vérité, aller au fond du problème, chercher, investiguer, interviewer les bonnes personnes, être là où il faut, ne pas avoir peur d'y aller, être sur le terrain. Combien de fois j'ai eu peur, combien de fois je me suis dit mais qu'est-ce que je fais là ? Combien de fois je me suis dit mais qu'est-ce que je vais avoir comme reportage et comment j'ai pu leur proposer un truc comme ça ? Mais c'est ce qui me fait vivre en fait, c'est mon moteur, c'est quelque chose qui est, pour moi c'est ma respiration. Je suis contente, moi, tous les jours, quand j'ai appris quelque chose, quand j'ai vu quelqu'un, quand je me suis rendu compte que peut-être j'avais trouvé quelque chose auquel on n'avait pas pensé. Parler de la démocratie, parler de ces valeurs qu'on a tendance à oublier, aller dans les endroits au bout du monde pour rencontrer des civilisations, des ethnies. Mais pour moi, c'est ça la vie. On ne peut pas rester comme ça en étant léthargique et simplement en entendant ce qu'on a bien envie de nous dire. On ne peut pas être spectateur passif, c'est ça que vous dites ? Non, c'est ça qui me fait vibrer en fait. Et tous les jours de ma vie, il n'y a pas pour moi, un jour qui ne compte pas, c'est un jour où on n'apprend pas. Ouais. Donc apprendre, avoir envie de s'intéresser à tout, n'importe quoi, tout est intéressant. On peut parler de politique internationale, on peut parler de politique interne, on peut parler du climat, on peut parler de sport, tout. Et pourtant, vous voyez, ça n'a rien à voir. De cuisine, pourquoi pas ne pas échanger des recettes ? Why not ? Tout m'intéresse. Et alors, si j'avais une baguette magique là, qu'est-ce qu'on pourrait vous souhaiter ? Là, vous me dites, je l'ai devant vous et je vous dis, faites-moi un vœu. Je vous dis la vérité ? Oui. Gagner mon procès, récupérer mes enfants. Et oui. Et là, je pense que... Une femme reste une maman. Avant tout. Enfin, une femme qui est maman. Il y a aussi ces femmes qui ont choisi ou qui n'ont pas pu malheureusement avoir d'enfants. Mais quand on a des enfants, avant d'être journaliste, réalisatrice, directrice, professeure, on est maman. Ouais, moi, je me suis accomplie vraiment en tant que femme, dans ma maternité. Ça a été quelque chose, c'était une révélation. Alors, il faut dire que, c'est vrai que ma mère était un petit peu 68arde, révolutionnaire, donc voilà. Et quand moi, on est né en 68, on a une maman 68arde, c'est sûr. Voilà, et donc moi j'ai fait l'inverse, c'est-à-dire que j'ai vraiment construit ma vie
mes fondamentaux autour de mes enfants. Mes 2 premiers enfants, on avait une relation triangulaire. Mes 2 derniers, qui sont aujourd'hui à Dubaï, on a une relation triangulaire. Ouais. Et ça, c'est quelque chose qui est merveilleux, parce que vous pouvez avancer dans la vie, quels que soient vos faux pas, quelles que soient vos chutes, vous pouvez vous faire mal, vous pouvez vous faire même très mal, mais grâce à ça, vous vous relevez, toujours. C'est ça. Merci beaucoup Valérie. En tout cas, moi je rappelle que vous êtes à Monaco pour la 2e édition du Festival littéraire international franco-monégasque, que vous allez dédicacer vos livres. Oui, avec plaisir. Et qu'on aura toujours beaucoup de plaisir à vous accueillir à Monaco. Merci. Vous êtes adorables et moi je suis ravie de vous voir, de vous rencontrer, de vous entendre. Venez vraiment nombreux. C'était un déplacement que j'attendais avec beaucoup d'enthousiasme. Parce que dans ce festival, il y a aussi de l'art contemporain. Et je trouve que s'exprimer par la lecture, s'exprimer par l'écriture, s'exprimer par la peinture, s'exprimer par le dessin, c'est vraiment ces ponts-là artistiques qui m'intéressent énormément et qui est complètement novateur à Monaco. Oui, c'est vrai. Et comme ça, on aura encore une petite pensée pour Marianne Satrapi avant de terminer. Exactement. Merci Valérie, à bientôt. Merci à vous d'être venue me voir, à bientôt.